Ma femme m'a mis à la porte à cause des mensonges de son fils. 3 semaines plus tard, elle m'a demandé si j'avais réfléchi. Je lui ai présenté les papiers du divorce, et tout le stratagème de son fils s'est effondré. Salut, la communauté en ligne. Mon beau-fils a passé des mois à détruire mon mariage avec des mensonges calculés. Quand sa mère m'a finalement demandé de rentrer à la maison et de m'excuser, je me suis présenté avec des preuves qui ont mis fin à tout. Ce qui a suivi a été un chaos absolu. Mais avant d'en arriver à ce magnifique désastre, laissez-moi planter le décor. Je suis dans mon allée à 16h un mardi, en train de regarder mes vêtements volés par la fenêtre du premier étage comme des confettis au pire défilé du monde. Ma femme, Chloé, crie de là-haut, le visage rouge d'une rage que je n'avais jamais vue auparavant. Elle me dit de sortir de sa maison. Sauf que ce n'est pas sa maison. C'est la mienne. Mais nous y viendrons plus tard. Ce matin même, nous prenions le petit déjeuner ensemble. Ce matin même, tout semblait bien aller. Maintenant, son fils de 17 ans, Léo, se tient derrière elle avec cette expression sur le visage quelque chose entre le triomphe et une fausse inquiétude. Il a la main sur son épaule comme s'il la réconfortait, jouant le fils dévoué, mais ses yeux croisent les miens un bref instant à travers cette fenêtre, et je jurerais avoir vu un sourire en coin. Ce sourire en coin m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un drame d'adolescent. C'était calculé, planifié et exécuté parfaitement par un gamin qui jouait aux échecs pendant que je jouais aux dames. Laissez-moi revenir en arrière et expliquer comment un mardi matin normal s'est transformé en le jour où mon mariage a implosé. Je suis Étienne, 38 ans. Je travaille dans la vente d'équipements industriels, le genre de travail ennuyeux qui paie bien mais qui fait s'éteindre le regard des gens en soirée quand vous expliquez ce que vous faites. Je suis dans la même entreprise depuis 12 ans. Revenus stables, avantages sociaux corrects, zéro drame. La partie la plus excitante de ma semaine est généralement de décider dans quelle sandwicherie aller pour le déjeuner. J'ai rencontré Chloé il y a 4 ans dans un café où elle travaillait comme gérante. Elle était belle, gentille et veuve, ayant perdu son mari de maladie 3 ans auparavant. Son fils Léo avait 13 ans à l'époque, un gamin silencieux qui semblait perdu sans son père. Je comprenais que perdre un parent à cet âge laisse des marques. Je suis tombé amoureux de Chloé presque immédiatement. Elle avait cette façon de vous faire sentir comme si vous étiez la seule personne dans la pièce quand elle vous parlait. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant que je la demande en mariage, et elle a dit oui avec des larmes dans les yeux. Je leur ai promis à tous les deux que je n'essaierais jamais de remplacer le père de Léo, mais que je serais toujours là pour eux. Et je le pensais vraiment. Les 2 premières années ont été honnêtement formidables. Léo était distant avec moi, bien sûr. Mais je comprenais. Je n'ai jamais insisté, jamais exigé qu'il m'appelle papa ou quoi que ce soit du genre. Je l'aidais avec ses devoirs quand il le demandait, je le conduisais chez ses amis, je payais son téléphone et ses vêtements sans compter. Quand nous nous sommes mariés, je nous ai acheté une plus grande maison pour que Léo puisse avoir son propre espace, une vraie chambre, pas la pièce exiguë qu'il avait dans l'ancien appartement de Chloé. Chloé était heureuse. Nous étions heureux. Je pensais que Léo s'adaptait. Avec le recul parfait d'aujourd'hui, je vois exactement quand les choses ont commencé à changer. Quand le poison a commencé à s'infiltrer dans notre mariage, lent et constant, comme l'eau qui érode la pierre. Il y a environ 9 mois, Léo a commencé à faire ses petites remarques à sa mère. Je les entendais parfois en entrant dans une pièce de petites choses qui semblaient douces en surface, mais qui avaient ce tranchant sous-jacent qui me donnait la chair de poule. Il lui disait à quel point elle était belle, qu'elle pourrait être mannequin, qu'elle méritait quelqu'un qui la traitait comme une reine. Au début, je pensais que c'était juste un gamin qui complimentait sa mère. Mignon, non? Puis il a commencé à parler de son père décédé. Chaque fois que Chloé et moi fixions une limite quelconque, couvre-feu, exigence pour les devoirs, règle de base de la maison, Léo sortait une variation de « papa m'aurait laissé faire ça » ou « papa me comprenait mieux ». Au début, Chloé mettait fin à cela, fermement, lui disant que j'étais bon pour eux et que comparer n'était pas juste. Mais les commentaires continuaient, subtils et constants, l'usant petit à petit. Il se demandait pourquoi il devait suivre mes règles dans ce qu'il appelait « leur maison ». Peu importait que j'ai acheté la maison, que mon nom soit sur l'acte de propriété, que je paie l'hypothèque chaque mois sans me plaindre. Dans la version de la réalité de Léo, c'était leur maison et je ne faisais qu'y vivre. J'ai essayé d'en parler à Chloé. J'ai suggéré que Léo avait peut-être du mal à s'adapter, que nous devrions envisager une thérapie familiale.
Elle a balayé cela d'un revers de la main comme un drame d'adolescent typique et m'a dit que j'étais trop sensible. Mais j'ai remarqué qu'elle me regardait différemment parfois, comme si elle m'étudiait, cherchant quelque chose, comme si les mots de Léo plantaient des graines de doute qui commençaient à germer. Puis, il y a environ 4 mois, les choses sont devenues plus étranges d'une manière qui m'a fait me sentir vraiment fou. Léo devenait une personne complètement différente selon que sa mère était dans la pièce ou non. Quand Chloé était là, il riait et plaisantait avec moi, agissant comme si nous étions amis, m'appelant par mon prénom d'une manière amicale, me demandant comment s'était passée ma journée, semblant sincèrement intéressé par mes histoires ennuyeuses de vente d'équipements. Mais à la seconde exacte où Chloé quittait la pièce dès qu'elle était hors de portée de voix, son visage devenait vide, complètement neutre, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur et éteint sa personnalité. J'essayais d'engager la conversation avec lui, de suggérer des activités que nous pourrions faire ensemble, et il me donnait des réponses plates d'un seul mot tout en fixant son téléphone. Puis Chloé revenait et, boum, le Léo animé et amical réapparaissait comme si de rien n'était. J'ai commencé à me sentir fou, comme si j'imaginais tout ou si j'interprétais trop les sautes d'humeur normales d'un adolescent. Mais le schéma était trop constant, trop délibéré. Ce gamin jouait la comédie pour sa mère et laissait tomber le masque desquels ne regardait plus. La véritable explosion, le début de la fin, a commencé il y a 3 mois quand Léo m'a demandé une voiture. Pas n'importe quelle voiture, une BMW à 32 000 €, comme celle que son ami Maxime avait eue pour son 17e anniversaire. Il m'a montré des photos sur son téléphone, parlant de la façon dont tous ses amis avaient de belles voitures et à quel point il était embarrassé que je le conduise dans mon vieux camion de travail. Mon camion avait 3 ans et était en parfait état, mais apparemment, il n'était pas assez bien pour l'image de Léo. Je l'ai fait asseoir à la table de la cuisine et j'ai essayé d'être raisonnable. J'ai expliqué que 32 000 € était une somme trop importante pour la première voiture d'un adolescent. Je lui ai dit que nous pourrions trouver une voiture d'occasion fiable pour environ 9 000 €, quelque chose de sûr et de fiable. J'ai suggéré qu'il pourrait trouver un travail à temps partiel pour aider avec les paiements d'assurance, pour lui apprendre un peu le sens des responsabilités. Il m'a regardé comme si je venais de lui suggérer de marcher partout pieds nus. Puis son visage s'est crispé, et il a couru dans sa chambre où je pouvais l'entendre pleurer des sanglots bruyants et dramatiques qui résonnaient dans toute la maison. Cette nuit-là, Chloé était glaciale, me demandant s'il était vraiment nécessaire de lui refuser cela, soulignant tout ce que Léo avait traversé, la perte de son père, devoir s'adapter à une nouvelle famille. Elle m'a demandé si ça me tuerait vraiment de lui accorder juste cette seule chose. J'étais choqué. 32 000 € pour la première voiture d'un adolescent était objectivement insensé. Je le lui ai dit, j'ai essayé d'expliquer la responsabilité financière de base. Elle s'est détournée de moi dans le lit et a dit, « Tu ne comprends pas ce que c'est que d'être sa mère. » Après cet incident, tout a changé. Comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur dans notre mariage, et soudain j'étais l'ennemi. Léo a commencé à avoir ses conversations chuchotées avec Chloé qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. J'entrais dans la cuisine, et ils se taisaient tous les deux, me regardant comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Chloé me faisait un sourire crispé et changeait de sujet, mais le mal était fait. Elle a commencé à me questionner sans crier gare, me demandant si j'aimais vraiment Léo, pourquoi il sentait que j'étais différent quand elle n'était pas là, si je lui en voulais d'être dans nos vies. Chaque fois que j'essayais de me défendre, elle répliquait, « Pourquoi mon fils mentirait-il à ce sujet ? Et c'est ça le piège, n'est-ce pas ? Comment se défendre contre des accusations vagues ? Comment prouver que vous n'avez pas dit quelque chose de méchant ou lancé un certain regard ? » Léo faisait des affirmations impossibles à réfuter, construisant ce récit de moi comme un type à 2 visages qui ne montrait ses vraies couleurs que lorsque nous étions seuls. Les disputes sont devenues régulières. Au moins 2 fois par semaine, Chloé me confrontait à propos de quelque chose que Léo avait dit, que je l'avais réprimandé pour avoir laissé de la vaisselle dans l'évier, que j'avais fait un commentaire sur ses notes, que j'avais levé les yeux au ciel quand il avait demandé quelque chose. Rien de tout cela n'était vrai. Mais chaque fois que j'essayais de me défendre, Chloé me demandait si j'étais en train de traiter son fils de menteur. Et que pouvais-je répondre à cela ? J'ai réalisé assez vite que Léo jouait cela parfaitement, ne faisant jamais d'accusations si spécifiques que je puisse les réfuter, mais assez constantes pour que Chloé commence à croire au schéma. Il construisait un dossier contre moi, un petit mensonge à la fois. Puis, il y a 2 semaines, tout a explosé de la pire manière possible. Je suis rentré du travail vers 18 h, fatigué d'avoir eu affaire à un client difficile toute la journée. Chloé attendait près de la porte, et l'expression sur son visage m'a noué l'estomac.
Elle m'a attrapé le bras pas doucement, pas affectueusement, elle l'a attrapé assez fort pour que je sache que quelque chose n'allait vraiment pas. Sa voix tremblait alors qu'elle me disait que nous devions parler de ce qui s'était passé avec Léo. Je n'avais aucune idée de quoi elle parlait. J'étais au travail depuis 7 heures du matin. Je n'avais même pas vu Léo. Elle m'a entraîné dans le salon où Léo était assis sur le canapé, et ma confusion s'est transformée en panique quand j'ai vu son visage. Il avait l'air effrayé, vraiment effrayé, les yeux grands ouverts et un peu rouges comme s'il avait pleuré. Chloé a retroussé la manche de Léo pour me montrer un bleu sur son avant-bras violet foncé, de la taille d'une main. Elle avait les larmes aux yeux en disant que Léo lui avait dit que je l'avais attrapé ce matin-là, que j'étais devenu agressif quand elle n'était pas à la maison, qu'il avait peur d'être seul avec moi. Mon monde a basculé. La pièce semblait tourner alors que j'essayais de comprendre ce qu'elle disait. Je n'ai jamais, au grand jamais, posé la main sur ce gamin. Jamais. Pas une seule fois en 4 ans. Je criais maintenant, désespéré, lui disant que ce n'était pas vrai, que je ne l'avais jamais touché, que j'avais été au travail toute la journée, qu'elle pouvait vérifier les horodatage de mes passages de badge au bureau si elle ne me croyait pas. Mais elle a reculé devant moi comme si j'étais dangereux, comme si j'étais un étranger qui venait de la menacer. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas voulu croire Léo, que pendant des mois il lui avait raconté des choses, et qu'elle s'était dit qu'il était juste un adolescent dramatique. Mais les choses qu'il disait étaient trop spécifiques, trop constantes pour être ignorées plus longtemps. Je lui ai pris les mains, la suppliant de réfléchir, de vraiment réfléchir pour savoir si elle m'avait déjà, une seule fois, vu être violent en 4 ans de vie commune, de considérer que peut-être autre chose se passait ici. Elle s'est dégagée et a dit que c'était ça qui était si effrayant que Léo prétendait que j'étais comme 2 personnes différentes. C'est là que je l'ai vu. Léo était toujours assis sur le canapé, regardant toute cette scène se dérouler. Pendant une fraction de seconde, peut-être une demi-seconde, son expression était complètement neutre, presque curieuse, comme s'il regardait une expérience scientifique pour voir comment elle se terminerait. Puis il m'a vu le regarder, et son visage s'est instantanément crispé de peur. Il a couru vers sa mère, l'appelant, disant qu'il avait entendu des cris et la suppliant de ne pas me laisser lui faire de mal. Cette performance est ce qui a complètement brisé Chloé. Elle m'a dit de faire une valise et de partir. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir et s'assurer que son fils était en sécurité, que je devais quitter la maison jusqu'à ce qu'elle puisse penser clairement. J'ai fait mes bagages les mains tremblantes, l'esprit en ébullition, jetant des vêtements dans des sacs poubelles parce que je ne trouvais pas ma valise. En chargeant ma voiture dans l'allée, j'ai levé les yeux une dernière fois et je les ai vus à la fenêtre de l'étage. Léo avait son bras autour de sa mère, la réconfortant comme le fils dévoué. Mais quand il a pensé que je ne pouvais pas voir clairement son visage à travers la vitre, je l'ai surpris en train de regarder son téléphone et de sourire. Ce sourire a confirmé ce que je savais déjà au fond de moi. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un gamin perturbé qui faisait une crise. C'était calculé, planifié, exécuté. Et alors que je conduisais vers la maison de mon frère avec toute ma vie dans des sacs poubelles sur mon siège arrière, une question martelait mon esprit, depuis combien de temps ce jeune de 17 ans planifiait-il de détruire mon mariage? Et plus important encore, pourquoi? J'ai passé la première semaine chez mon frère David en état de choc complet, mangeant à peine, dormant à peine, me repassant tout en boucle comme une pellicule de film cassé, essayant de trouver le moment que j'avais manqué, le signal d'alarme que j'aurais dû voir. David n'arrêtait pas de me dire de me battre, d'appeler Chloé, de la forcer à écouter. Mais à quoi bon? Elle avait déjà décidé que j'étais le monstre dans cette histoire. Aucune discussion ne changerait cela. Je l'ai appelé peut-être 50 fois cette première semaine. Chaque appel tombait directement sur la messagerie vocale. Je lui ai envoyé des messages, la suppliant de me donner une chance de parler, d'expliquer, de lui montrer que quelque chose n'allait vraiment pas dans cette situation. Elle n'a jamais répondu. La deuxième semaine, le choc a commencé à s'estomper et autre chose a pris sa place, quelque chose de froid et d'analytique. J'ai commencé à penser à tous ces petits moments des derniers mois, reliant des points que je ne savais même pas exister. La performance parfaite de Léo dans les escaliers, cette fraction de seconde de curiosité avant qu'il ne mette son masque terrifié, c'était trop fluide pour être sa première fois. Il s'était entraîné. Le bleu sur son bras qui est apparu au moment parfait, juste après notre plus grosse dispute à propos de la voiture trop pratique. Ces conversations chuchotées avec Chloé qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce, de quoi lui avait-il rempli la tête pendant tous ces mois? J'ai réalisé que j'avais besoin d'aide. Une aide réelle et professionnelle.
Parce que si Léo avait manipulé cette situation depuis le début, il me fallait des preuves. Des preuves solides et indéniables. J'ai d'abord appelé une avocate spécialisée en droit de la famille nommée Maître Isabelle Dubois, qui m'avait été chaudement recommandée par un collègue qui avait traversé un divorce difficile. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai eu fini, elle m'a regardé sérieusement et a posé une seule question, « Êtes-vous propriétaire de la maison ?» Je lui ai dit que oui. Je l'avais achetée avant le mariage avec mon propre argent. Mon nom était le seul sur l'acte de propriété. Elle a hoché la tête et a dit que c'était une bonne chose, que cela me donnait un levier, mais que nous devions agir rapidement pour les papiers du divorce si c'était ce que je voulais. Je lui ai dit que je n'étais pas encore sûr, qu'une partie de moi espérait encore que Chloé revienne à la raison. Maître Dubois m'a fait un sourire triste et a dit, d'après mon expérience, quand quelqu'un choisit de croire le pire de vous sans preuve, il a déjà fait son choix. Cela m'a frappé durement, mais je savais qu'elle avait raison. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui semblait fou mais nécessaire. J'ai engagé un consultant en technologie, un dénommé Benjamin, qui avait aidé l'entreprise de David à récupérer des données après une cyberattaque. J'ai expliqué la situation et demandé s'il y avait un moyen d'accéder légalement à l'empreinte numérique de Léo. Benjamin n'a pas semblé surpris du tout. Les adolescents laissent des traces numériques partout, a-t-il dit. Réseaux sociaux, stockage en nuage, applications de messagerie. S'il a planifié cela, il y a des preuves quelque part. La question est de savoir si nous pouvons y accéder légalement. Il a expliqué qu'en tant que mineur vivant dans ma maison, techniquement toujours ma maison puisque j'en étais propriétaire, il y avait des zones grises juridiques concernant l'accès aux appareils et aux comptes, surtout si je pouvais invoquer une préoccupation pour son bien-être. Cela semblait invasif. Cela semblait mal. Mais j'avais besoin de connaître la vérité. Laissez-moi d'abord examiner vos relevés téléphoniques, a suggéré Benjamin. Voyons ce que nous pouvons tirer de votre forfait familial. Pas besoin de piratage pour ça. C'est votre compte. Il a fallu moins d'une semaine à Benjamin pour trouver la première bombe. Il m'a appelé un jeudi soir, la voix tendue. Vous devez voir ça. Pouvez-vous venir à mon bureau? J'y suis allé immédiatement. Benjamin avait des impressions étalées sur son bureau, des relevés téléphoniques et des relevés bancaires qu'il m'avait aidé à obtenir de comptes auxquels j'avais un accès légal. Notre compte joint, celui que Chloé et moi avions ouvert pour les dépenses du ménage et l'épargne, perdait de l'argent depuis près de 6 mois. 7 500 € au total, retirés par petites sommes pour que je ne le remarque pas en travaillant 60 heures par semaine et en faisant confiance à ma femme pour gérer les finances du ménage. Les dépenses concernaient du matériel de jeu, des vêtements chers, de l'électronique, des livraisons de nourriture parfois 2 fois par jour. Tout cela était lié aux dépenses de Léo. Mais voici ce qui m'a glacé le sang, Chloé devait être au courant. Plusieurs des achats nécessitaient une autorisation parentale pour un mineur. Les relevés bancaires montraient qu'elle avait transféré de l'argent de notre épargne pour couvrir les découvertes que Léo avait créées. Elle me l'avait caché, le couvrant, probablement parce qu'elle savait que je dirais non à ce genre de dépenses frivoles. Benjamin a trouvé autre chose aussi. Il a sorti notre rapport de crédit parfaitement légal puisque c'était mon crédit et a découvert que Chloé avait demandé une carte de crédit à son seul nom il y a 2 mois, à peu près au moment où la campagne de Léo contre moi s'était intensifiée. Elle l'avait presque immédiatement plafonné, 3 500 € de plus, principalement pour des choses pour Léo. Quand Benjamin m'a tout montré, je me suis senti physiquement malade. Ce n'était pas seulement Léo qui manipulait sa mère. Chloé m'avait aussi activement trompé, choisissant son fils au détriment de notre mariage et de notre avenir financier. Il y a plus, a dit Benjamin, en affichant quelque chose sur son ordinateur portable. Votre forfait téléphonique familial inclut une sauvegarde en nuage pour tous les appareils. Le téléphone de Léo a été sauvegardé sur votre compte pendant tout ce temps. Il m'a montré les données, des messages textes supprimés qui avaient été automatiquement sauvegardés avant que Léo ne les efface de son téléphone. Des messages entre Léo et ses amis remontant à près d'1 an, parlant de son plan. Maman commence à douter de lui, disait un message d'il y a 8 mois. Il faut juste pousser un peu plus fort et le vieux sera parti. Dans une autre conversation d'il y a 6 mois, Léo avait littéralement écrit sa stratégie à un ami nommé Maxime, « Maman me croit toujours quand je pleure. C'est si facile. » Il y avait aussi des messages à propos de la voiture, sur le fait que j'étais un radin qui ne comprenait pas que Léo méritait de belles choses. Sur le fait qu'une fois que je serais parti,
sa mère vendrait enfin cette maison ennuyeuse et il pourrait déménager à Paris où vivaient Maxime et ses autres amis. Mais le pire message, celui qui a tout rendu limpide, datait de 3 semaines, juste avant que tout n'explose. On y est presque, avait écrit Léo à Maxime. J'ai préparé le bleu. Je vais le montrer à maman ce soir. Ça devrait être le coup de grâce. Il avait planifié le bleu. Il s'était délibérément fait mal pour me piéger. Je dois vous montrer autre chose, a dit Benjamin doucement, en cliquant sur un fichier vidéo. C'était dans son stockage en nuage, probablement enregistré par accident. On dirait qu'il voulait prendre une photo mais a appuyé sur la vidéo à la place. La vidéo montrait Léo seul dans sa salle de bain. Il regardait son avant-bras, puis se le cognait délibérément contre le rebord du comptoir de la salle de bain grimaçant, mais recommençant encore et encore jusqu'à ce qu'un bleu foncé commence à se former. Il faut que ça marche, marmonnait-il pour lui-même dans la vidéo. Je suis resté assis là à regarder ce jeune de 17 ans se faire du mal pour détruire mon mariage, et je me suis senti physiquement malade. Quel genre de personne fait ça? Que avais-je fait pour mériter ce niveau de cruauté calculée? Benjamin m'a montré d'autres messages, des conversations entre Léo et Maxime sur leur plan pour après le divorce. Une fois qu'ils se seront séparés, maman voudra quitter cette ville ennuyeuse, avait écrit Léo. Elle vendra la maison, et nous pourrons enfin déménager à Paris où tout se passe vraiment. En plus, sans lui dans les parages, elle aura plus d'argent à dépenser pour moi. Tout tournait autour de l'argent et du lieu. Léo voulait une vie différente, une vie plus excitante à Paris où ses amis avaient déménagé après le lycée, et j'étais l'obstacle. La maison était à mon nom, donc Chloé ne pouvait pas la vendre tant que nous étions mariés. Mais si nous divorcions, Léo pensait qu'elle voudrait un nouveau départ ailleurs. Il obtiendrait enfin ce qu'il voulait, et je serais effacé de leur vie comme si je n'avais jamais existé. J'avais tout maintenant, la fraude financière, les messages manipulateurs, la vidéo de lui créant le bleu. Tout était sauvegardé, documenté et complètement légal puisque tout provenait de comptes et d'appareils de mon forfait familial. Maître Isabelle Dubois a tout examiné et m'a dit que c'était plus que suffisant pour un divorce avec un règlement très favorable. C'est en fait l'un des cas les plus clairs de fraude et de manipulation que j'ai vu, a-t-elle dit. La vidéo seule est accablante. Elle m'a cependant prévenu qu'exposer la manipulation de Léo pourrait endommager ma relation avec Chloé de façon permanente. J'ai failli rire. Quelle relation? La femme m'avait mis à la porte sur la base de mensonges sans même me donner une chance de me défendre. Elle avait choisi son fils au détriment de 4 ans de mariage sans une seconde d'hésitation. Cette nuit-là, 3 semaines après qu'elle m'ait mis dehors, j'ai enfin reçu un message de Chloé. As-tu eu le temps de réfléchir à ton comportement, disait-il. Léo dit qu'il est prêt à te donner une autre chance si tu t'excuses auprès de lui et que tu t'engages à faire mieux. Nous pourrons parler de ton retour à la maison si tu as vraiment réfléchi à ce que tu as fait. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Elle ne me demandait pas si j'allais bien. Elle ne s'excusait pas de ne pas avoir écouté ma version. Elle exigeait que je m'excuse auprès du gamin qui avait orchestré tout ce cauchemar. Le gamin qui avait volé 7 500 €. Le gamin qui s'était fait un bleu pour m'accuser de violence. Le gamin qui planifiait mon éviction de leur vie depuis près d'1 an. J'ai répondu par 4 mots seulement, viens demain, 15 h. Elle a répondu immédiatement. Est-ce que ça veut dire que tu es prêt à arranger les choses? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai passé le reste de la nuit à organiser toutes les preuves dans un dossier, à imprimer les messages, les relevés bancaires, les factures de carte de crédit tout. Benjamin avait même mis la vidéo sur une clé USB pour moi. Demain, Chloé allait apprendre la vérité sur son fils, et notre mariage allait prendre fin. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Chloé est arrivée au café à 15 h précises. J'avais choisi cet endroit délibérément, terrain neutre, un lieu public, plein de témoins. Je voulais qu'elle voie tout avec d'autres personnes autour pour qu'elle ne puisse pas faire de scène ou m'accuser de l'intimider. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle se garait. Elle avait l'air fatiguée, plus mince que dans mon souvenir, avec des cernes sous les yeux que le maquillage ne parvenait pas tout à fait à cacher. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de quelque chose qui ressemblait à l'amour que j'avais eu pour elle. Puis je me suis souvenu des 3 semaines de silence, des accusations, de la façon dont elle avait choisi de croire le pire de moi sans poser de questions. Elle est entrée avec cette expression sur le visage mi-pleine d'espoir, mi-nerveuse s'attendant probablement à me trouver brisé et repentant, prêt à supplier pour son pardon.
Le café était assez fréquenté pour préserver notre intimité, mais pas si vide que nous soyons seuls. Je m'étais installé à une table d'angle d'où je pouvais voir le parking par la fenêtre. Elle s'est glissée sur le siège en face de moi avec un sourire prudent et a immédiatement commencé à parler de la façon dont elle et Léo avaient discuté, comment peut-être si j'étais prêt à suivre une thérapie et à travailler sur mes problèmes de colère, nous pourrions trouver un moyen d'avancer. Je l'ai laissé parler environ 30 secondes avant de lever la main pour l'arrêter. Puis j'ai fait glisser un grand dossier en manille sur la table. Elle l'a regardé, confuse, puis m'a regardé à nouveau. « Ouvre-le », ai-je dit d'un ton sec. Elle a hésité, puis a pris le dossier avec des mains tremblantes. La première chose qu'elle a vue, ce sont les papiers du divorce, officiellement tamponnés par le tribunal, déjà signés par mon avocat. Son visage est devenu blême. Elle m'a regardé avec un choc sincère, commençant à dire « Nous pouvons arranger ça », continue de regarder, ai-je interrompu. Elle a tourné les pages. J'ai regardé son visage changer alors qu'elle voyait les relevés bancaires, les factures de carte de crédit, les frais surlignés montrant 7 500 € de notre argent dépensé par Léo en 6 mois. Je peux expliquer, a-t-elle commencé. Continue. Puis elle est arrivée aux messages imprimés, les conversations de Léo avec ses amis où il avait exposé toute sa stratégie de manipulation. J'ai vu le moment exact où elle a lu les mots que son fils avait écrits sur la facilité avec laquelle il pouvait la faire le croire, comment, le vieux serait bientôt parti. Ses mains se sont mises à trembler. Elle n'arrêtait pas de secouer la tête comme si elle pouvait nier ce qui était juste devant elle. Ce n'est pas possible, a-t-elle murmuré. Ça pourrait être des faux. C'est là que j'ai sorti mon téléphone et que j'ai joué la vidéo, le volume assez bas pour qu'elle seule puisse entendre. La voix de Léo est passée clairement alors qu'il se cognait le bras contre le comptoir de la salle de bain encore et encore, créant le bleu qu'il avait montré à sa mère. Il faut que ça marche, disait sa voix depuis le téléphone. Le visage de Chloé s'est décomposé. Elle a laissé tomber les papiers sur la table, la main sur la bouche, et a commencé à marmonner comment il lui avait dit que je l'avais attrapé, comment il avait pleuré, comment il semblait si effrayé. Il t'a manipulé, ai-je dit froidement. Pendant des mois, il a systématiquement détruit notre mariage parce qu'il voulait que tu vendes ma maison et que tu déménages à Paris avec lui. Tout est là, dans les messages. Elle sanglotait maintenant, essayant de rester silencieuse dans ce lieu public, tout son corps secoué alors qu'elle tentait de réaliser que son fils avait orchestré tout ce cauchemar. « Pourquoi ne m'as-tu pas fait voir » a-t-elle demandé à travers ses larmes. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit » Cette question a brisé quelque chose en moi. J'ai essayé, ai-je dit, la voix dure. Je t'ai supplié de me parler. Je t'ai appelé 50 fois. Tu n'as même pas répondu. Tu as choisi de croire Léo sans preuve, sans même demander ma version de l'histoire. Tu m'as mis dehors de ma propre maison sur la base de mensonges. Elle a tendu la main vers la mienne par-dessus la table. Je l'ai retirée. Je protégeais mon enfant, a-t-elle dit désespérément. Que étais-je censé faire? Tu étais censé être ma femme, ai-je dit, ma voix s'élevant légèrement avant que je ne me reprenne. Tu étais censé me donner le bénéfice du doute après 4 ans de mariage. Tu étais censé poser des questions, exiger des preuves quelque chose. Mais tu ne l'as pas fait. Parce qu'au fond de toi, tu avais déjà choisi Léo plutôt que moi. La vérité flottait dans l'air entre nous. Elle avait fait son choix il y a des semaines, peut-être des mois, lorsque le poison chuchoté de Léo avait commencé à faire effet sur elle. Je n'étais qu'un dommage collatéral. C'est à ce moment-là que la porte du café s'est ouverte avec force. Léo est entré. Il avait apparemment attendu dans la voiture dehors et ne supportait pas de ne pas savoir ce qui se passait. Il nous a repérés immédiatement et s'est approché d'un pas furieux, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce que tu fais à ma mère » a-t-il exigé assez fort pour que d'autres clients se retournent. Puis il a vu les papiers éparpillés sur la table. Son expression a changé un bref instant, une peur réelle a traversé son visage avant qu'il n'essaie de se ressaisir. « Tout ce qu'il te dit est un mensonge » a dit Léo rapidement à sa mère. « Il essaie de te monter contre moi. C'est exactement ce dont je t'avais prévenu. » J'ai pris mon téléphone et j'ai tourné l'écran vers lui. La vidéo de lui créant le bleu était en pause sur l'image où l'on pouvait clairement voir son visage. L'expression de Léo est passée par le choc, la panique, puis s'est fixée sur la colère. « Tu as fouillé dans mes affaires » a-t-il dit fort. « Tu n'en avais pas le droit. C'est illégal. » Les gens nous regardaient maintenant sans se cacher. « Tu m'as accusé de violence » ai-je dit calmement.
Donc, j'en avais tout à fait le droit. Chloé fixait son fils comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Dis-moi que ce n'est pas vrai, le supplia-t-elle, la voix brisée. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. Et c'est là que le masque de Léo est finalement tombé complètement. Et alors, si je l'ai fait, a-t-il dit, la voix de plus en plus forte. Tu étais malheureuse avec lui de toute façon. Il est ennuyeux et radin, et ce n'est pas mon père. On aurait dû quitter cette ville stupide il y a 1 an. Chloé a eu un hoquet comme si elle avait été frappée physiquement, ses yeux balayant les autres clients qui la regardaient maintenant ouvertement. Léo a continué, ne se souciant apparemment pas du public. Tous ses amis avaient déménagé à Paris après le lycée. Il a dit qu'il était coincé ici à cause de moi. Elle méritait mieux que cette vie ennuyeuse, ils le méritaient tous les deux. Une fois qu'elle aurait divorcé de moi et vendu la maison, il pourrait enfin avoir une vraie vie. C'est ma maison, ai-je interrompu doucement. Chloé ne peut pas la vendre. Son visage est devenu encore plus rouge. Il a commencé à parler de procès, de la façon dont la mère de son ami avait obtenu la moitié de tout dans son divorce, de l'existence de loi. C'est là que je l'ai vu, le moment où Chloé a finalement compris ce que son fils était devenu. En plein milieu d'un café bondé, a-t-elle murmuré. Tu as détruit mon mariage pour de l'argent et un changement de lieu. Tu m'as fait croire que mon mari te maltraitait pour que nous puissions déménager près de tes amis. Léo a essayé de faire marche arrière, prenant soudainement conscience de tous les gens qui regardaient. Il a commencé à bafouiller que ce n'était pas comme ça, qu'il voulait juste qu'ils soient heureux ensemble sans que je gâche tout. J'ai coupé court à tout ça. Vous avez 30 jours pour trouver un endroit, ai-je dit fermement mais doucement. C'est stipulé dans les papiers du divorce. Après cela, je reprends ma maison. Chloé m'a regardé avec une telle dévastation. S'il te plaît, a-t-elle supplié. Laisse-moi le temps de digérer ça, de réparer ce qui est cassé. Mais j'en avais fini. Il n'y a rien à réparer, ai-je dit. Tu as choisi de croire que j'étais un monstre sans preuve. Tu as laissé ton fils te manipuler pendant des mois et tu ne l'as jamais remis en question une seule fois. Même maintenant, en connaissant la vérité, tu me demandes une autre chance. Mais tu ne m'as jamais donné de première chance. Elle s'est complètement effondrée, sanglotant dans ses mains tandis que Léo se tenait là, les bras croisés, l'air défiant et en colère, même si tout son stratagème s'était effondré autour de lui. Je les ai regardés, cette mère et ce fils qui ont détruit ma confiance dans mon mariage, et je n'ai ressenti que du vide là où il y avait autrefois de l'amour. Je me suis levé de table, j'ai rassemblé ma copie des papiers du divorce et je leur ai répété, 30 jours. Puis vous serez hors de ma maison. Chloé a essayé de m'attraper le bras. Je me suis doucement dégagé et j'ai marché vers la sortie. Derrière moi, je pouvais entendre les sanglots de Chloé et Léo qui commençaient à se disputer avec elle, sa voix s'élevant à nouveau alors qu'il essayait probablement de tourner la situation à son avantage, de faire en sorte que ce soit de ma faute. Je suis sorti de ce café, je suis monté dans ma voiture et, par la fenêtre, je pouvais encore les voir à la table. Chloé, la tête dans les mains, pleurait tandis que Léo gesticulait avec colère, me blâmant probablement encore pour tout, même si la preuve de sa manipulation était là, juste devant eux. 1 mois plus tard, mon avocat a appelé pour confirmer qu'ils avaient déménagé à temps. Ils avaient trouvé un petit appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville, rien de comparable à la maison qu'ils avaient laissée derrière eux. Maître Dubois a mentionné que Chloé avait essayé de se battre pour obtenir une compensation financière, mais elle n'avait aucune base légale. La maison était à moi avant le mariage, achetée avec mon argent, et elle avait été complice du vol de 7 500 € sur notre compte joint. David m'a dit, par le biais d'amis communs, que Chloé était dévastée, qu'elle fonctionnait à peine au travail, et que Léo lui rendait la vie misérable, la blâmant de ne pas avoir agi plus vite, de ne pas avoir vendu la maison d'une manière ou d'une autre, d'avoir ruiné son plan. Leur relation était apparemment tendue jusqu'au point de rupture. Léo la traitait avec le même mépris manipulateur qu'il m'avait montré maintenant que son stratagème avait échoué, et il était coincé dans la même ville ennuyeuse qu'il avait tant essayé de fuir. Une partie de moi se sentait triste à ce sujet parfois, tard dans la nuit quand ma maison était trop silencieuse. Et je me souvenais des bons moments avant que le poison de Léo ne prenne racine. Mais surtout, je ressentais du soulagement, comme si j'avais échappé à quelque chose qui m'aurait finalement complètement détruit. On ne peut pas construire un mariage avec quelqu'un qui ne vous fait pas confiance. Et on ne peut pas aimer quelqu'un qui vous jettera dès que cela deviendra pratique. J'avais appris la leçon la plus difficile de ma vie, une leçon qui m'a coûté 4 ans et un mariage que je pensais éternel.